Bonjour Daniel. Bonjour. J'essaye de suivre un certain nombre de choses qui se publient sur les questions de l'eau, et les questions de l'eau en particulier en rapport avec le changement climatique. La forêt, c'est la forêt qui a permis d'avoir l'atmosphère que nous avons aujourd'hui. Enfin, au cours de l'évolution, les forêts ont été un facteur déterminant. En fait, il faut imaginer que 2/3 peut-être des continents ont été couverts de forêts dans le passé. Ce qui a disparu de forêt, c'est globalement, c'est à peu près la surface de l'Asie, on va dire, c'est les forêts disparues. C'est beaucoup. C'est beaucoup, parce que il y a une croissance des déserts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout avant, mais il y en avait beaucoup moins. Ça veut dire aussi que l'agriculture s'est installée sur un certain nombre de surfaces où les forêts ont été coupées. Rajendra Singh, lui, propose de résoudre le problème climatique essentiellement avec l'agriculture, en changeant d'agriculture. Okay. Et en fait, il l'a montré, puisque dans les régions du Rajasthan, où son association Tarun Bharat Sangh est intervenue, alors c'est une région qui fait à peu près 700 000 habitants, où coulent maintenant 8 rivières, mais ces 8 rivières étaient asséchées il y a 35 ans, hein, au moment où ils ont commencé leur activité de restauration d'anciens ouvrages traditionnels de conservation de l'eau de mousson. À partir du moment où ils ont redéveloppé ces ouvrages qui ne se faisaient plus après la Révolution verte, on a fait quoi? On a fait des forages. Des forages pour faire des cultures irriguées. Et les cultures irriguées, effectivement, ça marche un certain temps. Ça marche tant qu'il y a de l'eau dans les forages. Et puis après, quand il n'y a plus d'eau, on fait un forage un peu plus profond. Et puis on va à nouveau vider une nappe phréatique un peu plus basse. Et puis à la fin, après un certain nombre de dizaines d'années, au Rajasthan, dans la région où s'est installé Rajendra Singh, la nappe phréatique, il fallait la chercher à plus de 100 mètres de profondeur. Plus de 100 mètres de profondeur, c'est-à-dire que les paysans, ils n'avaient plus d'eau. Oui. Plus d'eau, et les rivières, les 8 rivières qui recoulent actuellement à nouveau, elles avaient disparu. C'était devenu des chemins entre les villages. Alors, éventuellement, au moment de la mousson, il pouvait y avoir de l'eau, mais de l'eau qui ne restait pas longtemps. Mais c'est temporaire. Très temporaire, très très temporaire. Revenir à des méthodes à l'ancienne, mais qui permettaient de travailler avec la nature. Travailler avec la nature, travailler avec la pluie, c'est-à-dire faire que la pluie infiltrer l'eau là où elle tombe. Ça paraît quelque chose d'élémentaire, mais c'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait, enfin dans nos villes, c'est l'eau, on veut qu'elle parte le plus vite possible. On l'évacue dans les tuyaux d'assainissement. Donc on s'en débarrasse. Dans un certain nombre de pays, et nous c'est l'expérience qu'on a eue de la part des gens de l'ancienne Tchécoslovaquie avec lesquels on est en rapport, c'est-à-dire le slovaque et le tchèque, à l'époque de la Tchécoslovaquie, on supprimait un certain nombre de méandres de rivières pour gagner de la surface agricole cultivable, et on canalisait la rivière pour que l'eau parte le plus vite possible à la mer. Vous avez déjà vu ça sûrement, des rives en béton. Et ben on faisait ça. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire quand on supprime des zones humides dans d'autres régions, y compris en France. Alors ça se fait de moins en moins, et maintenant on commence heureusement à restaurer des zones humides. Mais dans d'autres régions, comme le Marais Poitevin, on est en train d'assécher avec des forages, avec des choses qui sont nécessaires pour une agriculture complètement industrielle et artificielle. Oui, là on favorise les gros producteurs plutôt que les petits exploitants, plutôt que les petits.
Alors, j'en ai parlé hier puisque j'ai été invité avec quelqu'un de l'association Les Soulèvements de la Terre, qui était là, à animer un débat après le film De l'eau jaillit le feu. De l'eau jaillit le feu. Alors, ce film est intéressant parce qu'il part d'un constat. Le constat, c'est la modification petit à petit du paysage dans le Marais Poitevin, avec l'assèchement un certain nombre de mois par an, les mois les plus secs évidemment, les mois d'été, d'un certain nombre de cours d'eau, c'était des cours de drainage, puisqu'à l'origine on a un marécage là, c'est un grand marécage le Marais Poitevin à l'origine, et il y a des drainages qui avaient été faits, mais ces drainages étaient pleins d'eau tout le temps, et à partir du moment où on a puisé de l'eau dans les nappes pour faire des bassines, puisqu'il y en a un certain nombre qui existent quand même maintenant, eh bien, si on prend de l'eau dessous, elle va manquer à un certain moment au-dessus. Et on a actuellement un certain nombre de surfaces qui étaient en eau toute l'année, qui sont maintenant asséchées pendant les mois d'été. Et on est en train de commencer à changer la physionomie de cette région. Et si les méga-bassines qui sont prévues se font, ça va être encore plus dramatique. Alors, le modèle, il faut avoir une vision complètement ouverte là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tous les modes de production agricole qui vont inclure une régénération des sols et un travail avec la nature sont bons. Alors évidemment, il y en a un certain nombre qui vont utiliser un certain nombre de pesticides ou de produits chimiques dont on ne veut pas. Alors ça, évidemment, il faut l'écarter si on peut. Mais ce qu'il faut, c'est rompre avec l'agriculture de destruction des sols et de destruction de la nature, qui est l'agriculture actuelle, et surtout, avant tout, avec la monoculture. La monoculture dans le Marais Poitevin, par exemple, ce qu'on voit dans ce film, c'est une véritable catastrophe. On produit du maïs qui n'est pas une plante adaptée à nos climats, c'est une plante qui vient d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, qui est une plante adaptée à des pluies pendant la saison la plus chaude. Et ici, il faut arroser. Il faut arroser l'été. Il faut arroser l'été, et c'est exactement ce qu'on ne fait pas sur les céréales qui sont natives de notre région. Donc elles sont à contresens de l'agriculture qu'il nous faudrait, et en plus elles sont pour quoi? Elles sont pour exporter, puisqu'ils visent surtout les marchés internationaux. Elles sont pour nourrir du bétail élevé en agriculture productiviste, alors que le bétail il devrait manger de l'herbe, tout simplement, et pas du maïs et du soja, puisque le soja, en plus, il est importé des USA ou du Brésil, et quand il est importé du Brésil, quelquefois il vient directement de la déforestation. Donc on qu'il est peut-être OGM. Oui, en plus OGM. Donc on a tout mauvais là. Il faut rompre complètement avec un système agricole qui est un système agricole mortifère qui nous amène à une catastrophe, c'est-à-dire une catastrophe qui est un assèchement des sols, à une baisse de matière organique dans le sol. Dans les années 60, on avait 4% de taux de carbone dans les sols. Maintenant, on est tombé à 1,7% en France. Et le carbone dans les sols, c'est la matière organique, c'est l'humus. Et l'humus, c'est ce qui permet aussi à la terre de conserver l'humidité. Moins vous avez d'humus, moins vous avez de capacité de rétention d'eau dans les sols. Et plus vous avez besoin, évidemment, d'irrigation. Donc là, la boucle est bouclée dans le sens de l'agriculture productiviste. Il faut faire l'inverse, c'est-à-dire il faut suivre le chemin complètement inverse, c'est-à-dire changer le type d'agriculture, avoir une agriculture qui non pas détruit les sols, mais qui régénère les sols, et c'est faisable. Il y a des tas de formes d'agriculture qui vont permettre de régénérer les sols, et avant tout, en multipliant les cultures sur le même sol, c'est-à-dire elles peuvent être en rotation de 5 ans, en rotation de 7 ans, pourquoi pas. J'en ai vu dans des fermes bio, des rotations de 7 ans, et où on a des cultures variées, qui peuvent être des céréales, des oléagineuses,
des légumineuses qui vont fixer l'azote de l'air dans leurs nodules, et donc en redonner au sol, et d'autres plantes, et on peut réellement avoir une agriculture intéressante, alors surtout en évitant les sols à nu. Les sols à nu perdent du carbone simplement par l'oxydation. Donc si on a des couvertures permanentes des sols, on peut semer après avoir cultivé quelque chose. On va récolter, par exemple, du seigle ou de l'orge, je ne sais plus très bien, mais on peut semer après avoir récolté, on peut semer autre chose. On peut semer du soja, par exemple. Il va pousser dans les interrangs, mais le sol sera couvert en permanence. Et on peut avoir aussi de la culture sans labour ou avec un labour très superficiel. On va juste griffer le sol pour pouvoir mettre les graines, et sol qui peut déjà avoir un couvert végétal. Alors les jardins de pluie, oui. En fait, l'idée, c'est qu'en ville, on a des surfaces imperméabilisées. Les villes, c'est très bitumé, bétonné et tout ce qu'on veut, c'est-à-dire sauf nature. Mais on peut faire revenir la nature en ville. On peut avoir un développement de la canopée, c'est-à-dire de la surface couverte par les feuilles des arbres dans les villes, et plus on aura de surface de végétales, de feuilles, plus on aura de fraîcheur en été. Puisque la ville, l'été, on a le phénomène d'îlot chaud urbain, c'est-à-dire ça peut être 4 degrés, 5 degrés en France, entre la campagne voisine et la température à l'intérieur de la ville. Mais dans des méga-cités japonaises, ça peut atteindre une douzaine de degrés, les différences de température. C'est-à-dire ça devient un peu délirant. Or, on peut changer les villes. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, en augmentant la surface de couverture végétale par des arbres, par les feuilles des arbres, c'est-à-dire en multipliant la plantation d'arbres partout où on peut augmenter la surface de canopée, et on peut augmenter donc l'évapotranspiration en ville, donc la réduction de température par les végétaux. Il ne faut pas désespérer. Alors je sais que mon nom, avec un F en plus, veut dire espoir en allemand. Mais oui, je crois que le message, c'est un message d'espoir, parce qu'il y a des solutions qui sont à l'opposé des solutions préconisées par nos dirigeants, hélas. Mais les solutions, elles existent, et c'est des solutions qui ont fait leurs preuves. Ce qu'a fait Rajendra Singh, enfin ce qu'ils ont fait dans sa région, prouve que ça marche, ça fonctionne très bien. Et il y a le prix du foncier agricole dans les régions où ils ont intervenu. Maintenant, ça grimpe. Alors qu'avant, il y avait l'érosion, les gens quittaient la campagne parce qu'ils n'en voulaient plus, ne pouvaient plus y vivre. Donc on peut solutionner les sols, on peut avoir à nouveau des espaces ruraux accueillants, favorisant la ville et la vie, et surtout non polluants. Parce qu'actuellement, dans les pollutions qu'on a en France, parmi les sources de pollution importantes, il y a hélas la pollution agricole. Une pollution de l'eau, c'est quelque chose de connu, mais qui est aussi une pollution de l'air, c'est moins. Donc les pollutions agricoles, si on change d'agriculture, on n'aura plus de pollution agricole, c'est pas difficile.